Bonjour les petits champignons. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art antique. Et nous allons voir cela à travers 3 vidéos. La première sur l'art grec, ensuite nous irons sur l'art romain et nous finirons sur l'art égyptien. Ici, on va revenir principalement sur l'art grec avec l'Antiquité, donc pour l'art antique, qui est quand même pour la culture européenne la période qui commence de la naissance de l'écriture et qui s'achève dans les troubles religieux et politiques que l'on a au Moyen Âge. Donc c'est vrai que c'est une grande partie de la culture artistique, et notamment de l'architecture que nous connaissons, les bâtiments publics par exemple, qui sont notamment inspirés des modèles antiques. Parce que l'Antiquité, c'est notamment le temps des grandes civilisations, de la Méditerranée mais aussi du Proche-Orient, les cultures de la Mésopotamie, l'actuel Irak, et d'Égypte donc qui sont les plus anciennes. Elles vont précéder l'éclosion du monde grec, puis l'avènement de la République romaine, et nous verrons ça sur une dernière partie. Parce que les civilisations qui nous sont le mieux connues et qui ont laissé des écrits de nature très variée ont posé notamment les bases du monde moderne dans la littérature, la philosophie, le droit et les sciences. L'Antiquité prend fin, lui, avec le déclin, puis la disparition de l'Empire romain d'Occident à la fin du 5e siècle de notre ère. Mais de la peinture antique, qui est certainement d'une grande richesse, on n'en conserve malheureusement que de rares traces matérielles. Ces chefs-d'œuvre, qui sont au final disparus, n'ont subsisté notamment qu'à travers des textes qui vont les décrire et qui nous racontent à leur propos des anecdotes, des mythes, des récits que la tradition a fini par transformer en des lieux communs. En fait, l'artiste, par exemple, tombant amoureux de son modèle, le jeune homme préférant la statue à la femme de chair, le peintre se livrant à la torture pour mieux représenter la douleur, des raisins si parfaitement imités que les oiseaux viennent les picorer. Et c'est par la médiation de ces discours et de ces narrations que l'art antique a irrigué toute l'art occidental, dans sa pratique comme dans sa conception. Sans cesse repensés et reformulés, ces récits fondateurs ont ouvert à chaque auteur l'occasion d'exprimer sa vision singulière, qui se sont finalement traduits par autant d'interprétations originales. Mais pour faire ces découvertes, il a fallu passer par le processus archéologique, qui est donc traditionnellement considéré comme la science chargée de l'étude des vestiges du passé et de leur restauration. Or, ceci ne représente qu'une infime partie des réalités matérielles du monde antique. En effet, certains matériaux, notamment les plus précieux, ont été réemployés au cours de l'histoire. D'autres, périssables, ont malheureusement subi les outrages du temps. Donc c'est par la perte et la destruction d'antiquités qui sont récurrentes, et du fait de la volonté des hommes ou de la simple dégradation organique, que, au fil du temps, de nombreuses œuvres de l'Antiquité ont disparu sans laisser aucune trace. D'autres ont heureusement été retrouvées et ont été restaurées en faisant alterner des conceptions différentes, voire opposées. Les monuments et objets du passé doivent, eux, être traités par les hommes du présent. Et donc les vestiges archéologiques monumentaux ont toujours exercé un attrait assez puissant sur les hommes. Cependant, ce n'est qu'à cet art qu'on verra apparaître une volonté réelle de les protéger et de les restaurer. Du moins, ceux qui n'ont pas carrément disparu, étaient pillés ou malheureusement encore détruits. Et c'est en Italie, patrie de l'Antiquité classique, que va naître l'idée de protection et de conservation des monuments anciens. À la Renaissance, on va redécouvrir le manuscrit De Architectura de Vitruve, et plusieurs architectes italiens s'en inspireront pour rédiger des traités. Celui-ci décrit la destruction qui a lieu des monuments classiques et rappelle leur importance et le monde qu'ils représentent, leur valeur comme témoins du passé italien et comme modèle pour les nouvelles constructions. Les auteurs en appellent donc à des mesures d'urgence pour protéger l'héritage antique. Et c'est à la suite de cela qu'un travail de restauration va avoir lieu, portant d'une part sur la réparation des monuments, comme l'obélisque, les colonnes de Trajan ou encore les colonnes de Marc Aurèle, l'arc de Constantin. On peut aussi considérer qu'une autre étape importante a été la découverte des villes ensevelies du Vésuve, qui pose à nouveau la question de la restauration de cités disparues, comme Herculanum, Pompéi ou Stabiès. Actuellement, les nombreux conflits armés, les guerres à travers le monde, les séismes et autres catastrophes naturelles comme la pollution, le braconnage, l'urbanisation sauvage et le développement incontrôlé du tourisme ont posé et posent encore de problèmes majeurs aux grands vestiges du passé. Pour l'Antiquité grecque, même si les Grecs avaient une désagréable habitude de qualifier de barbares tous les autres peuples, et en dépit des nombreux exemples de raffinement, de maîtrise artistique de ces autres cultures, il faut reconnaître tout de même qu'ils ont eu une véritable influence et une grande importance sur l'art jusqu'à nos jours. La religion des Grecs était polythéiste.
c'est-à-dire qu'ils adoraient plusieurs dieux, au contraire des dieux uniques du christianisme, du judaïsme et de l'islam. Et ces nombreux dieux vivaient tout en haut du mont Olympe, d'où ils observaient les hommes. Ceux-ci leur construisaient de magnifiques temples et les représentaient sous la forme de colossales statues. Et donc, la statue grecque. Parce que la statuaire grecque, ça reste quand même l'une des plus célèbres par sa capacité à représenter les corps et les visages avec réalisme, tout en recherchant un idéal de beauté. Car l'idéal humain et héroïque est le centre de cette conception artistique en Grèce. Ce sont les poètes qui les premiers fixèrent le type des dieux grecs. Ils furent les premiers interprètes de la conscience et de l'imagination nationale et dégagèrent d'abord les attributs moraux et physiques de chaque divinité. Les dieux ne sont plus dès lors des forces naturelles, supérieures et terribles, ils deviennent peu à peu des êtres concrets, semblables aux humains dont ils partagent les passions, mais plus beaux et plus forts. L'art n'a plus qu'à les revêtir de cette forme humaine, et le radieux anthropomorphisme hellénique donne naissance alors à tout un peuple divinisé. L'étude de la nature, dans les statues d'athlètes qui fournit aux sculpteurs des éléments de création. La sculpture se transforme avec une grande rapidité. Les frontons d'Égine, qui révèlent déjà un art maître de tous ses moyens et qui annonce les splendeurs du Parthénon. Dès que les types des dieux sont fixés, l'art les développe avec une infinie variété. Il trouve avec fécondité intarissable les nuances et les expressions les plus subtiles, à la fois et aussi les plus précises. Et tout ça en empruntant uniquement à la figure humaine. Il caractérise si bien chacune de ses créations qu'un œil même peu exercé n'hésite pas aujourd'hui encore à distinguer dans les fragments mutilés des chefs-d'œuvre antiques le torse d'un Apollon, le torse d'un Zeus. Et toute la souplesse de l'art grec et de sa dialectique, et tous ses efforts jusqu'à l'époque de la perfection ont eu notamment pour objet de créer le type idéal de chaque dieu. Par exemple, le Zeus de Phidias, la Héra de Polyclète, ne sont pas des chefs-d'œuvre isolés. Ils résument le travail de plusieurs générations. Et si l'art ne s'asservit pas ici à des formules, il conservera quand même toutes ces années d'expertise des maîtres et garderont une certaine liberté, tout en respectant quand même un type canonique, qui reste fixé pour chacune des divinités. En architecture, les Grecs sont connus pour leur architecture. Ils ont inventé 3 styles appelés ordres. Le style dorique, qui est assez lourd et qui se caractérise comme ça par des colonnes trapues et des chapiteaux simples. On a le style ionique, aux colonnes plus élancées, qui est reconnaissable à ses chapiteaux à volutes. Et enfin, l'ordre corinthien, très élégant, qui comporte des chapiteaux décorés de feuillages d'acanthe. Le temple en Grèce n'est que l'enveloppe au final de la statue divine qui, elle, en est l'âme, puisqu'elle se dresse sur les promontoires ou au-dessus de la cité, découpant dans la splendeur de la lumière les lignes harmonieuses et mesurées de ses profils, montrant de loin aux voyageurs le sanctuaire où abrite la divinité protectrice, aux citoyens la demeure de la déesse Polyade. Et chaque cité, en effet, a dans ce pays des réseaux serrés de montagnes qui étaient aménagés pour chaque groupe d'humains et compartimentés, où chaque cité avait ses dieux en particulier, ses institutions, ses mœurs, mais aussi son école d'art et ses artistes. La peinture, elle, a presque totalement disparu. Et nous ne connaissons de ces peintures que les descriptions donc retrouvées dans les écrits des historiens et des philosophes comme nous l'avons dit. Parce que les artistes grecs ignorent les règles de la perspective moderne, apparemment basées sur la ligne de fuite. Mais pour créer l'illusion du réel, ils vont diminuer intuitivement la taille des objets vers la ligne d'horizon et placer des effets de lumière réalistes. Pline a raconté l'histoire du célèbre peintre Zeuxis, qui parvenait si bien à imiter la nature que les oiseaux, trompés, vinrent picorer les grains de raisin peints sur la toile d'un décor exposé en plein air. Les décorations peintes que l'on retrouve aujourd'hui sont sur les vases, sur les poteries, qui témoignent de l'évolution du style de la civilisation grecque. La plupart des poteries, d'ailleurs, survivantes, consistent en des récipients à boire tels que des amphores, des cratères, qui sont des sortes de bols pour mélanger le vin et l'eau, des hydries, des jarres, des bols de libation, des cruches et des gobelets. Des urnes funéraires peintes aussi également ont été retrouvées, et des miniatures produites aussi en grand nombre, principalement pour des offrandes dans les temples. Il y a eu plusieurs styles qui a caractérisé cette peinture. Le premier style, dit archaïque, se caractérise lui par des formes géométriques et rigides, et des sujets qui sont représentés de profil. Et ici, en fait, c'est une véritable influence de l'Égypte. Et durant ces phases géométriques et archaïques de l'histoire grecque, surtout, principalement, c'est la production de cuves métalliques de grande taille qui constituait une expression importante de la créativité grecque. Il s'agissait d'une étape importante dans le développement des techniques de bronze, comme dans le moulage et le martelage repoussé.
Les premiers sanctuaires, en particulier l'Olympie, rassemblent d'ailleurs plusieurs centaines de ces cuves déposées comme offrandes. Et au cours de la période orientale, des trépieds étaient souvent ornés de protomées figuratifs en forme de griffons, de sphinx et d'autres créatures fantastiques. Bien que les cuves métalliques de grande taille sont devenues moins importantes durant les périodes archaïques et classiques, leur production n'a jamais cessé entièrement. Par exemple, le cratère de Vix, qui est un exemple célèbre qui date de 530 avant notre ère. Nous avons ensuite la période classique. On retient de cette période quelques grands noms, Phidias, Polyclète ou Praxitèle, un véritable âge d'or de la civilisation grecque, une époque qui se caractérise par l'hégémonie d'Athènes et par un développement extraordinaire de la production artistique. Nous avons de nombreux travaux qui sont entrepris sous Périclès, dont les plus fameux concernent la reconstruction de l'acropole. Formellement, il y a deux tendances qui se développent de manière parallèle. D'une part, la recherche d'une harmonie parfaite, qui se traduit notamment par la mise en place du canon de Polyclète, qui règle les proportions idéales du corps humain, en adéquation avec les sujets représentés, dieux, héros et athlètes. D'autre part, le goût pour l'illusion et la mise en concurrence de la représentation et de la réalité, qui se lie dans la pratique très poussée de l'imitation. Les bases du débat donc entre idéalisme et réalisme sont ainsi posées, tandis que le style de la sculpture évolue vers de plus en plus de maniérisme. Enfin, nous avons le style dit hellénistique, qui, par la volonté de l'artiste de glorifier un certain idéal d'équilibre et de beauté, nous montre une harmonie de la nature, une unité parfaite du corps des dieux. Je vous retrouve dans une seconde vidéo pour reparler de l'art romain. Merci d'avoir écouté cette vidéo, restez créatifs, au revoir.